Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 décembre 2022. Alors, j'étais parmi vous depuis le 10 février 2022, donc pratiquement toute l'année. Tout au long de l'année, je vous ai proposé des lectures, des réflexions, parfois échevelées, parfois improvisées, parfois humoristiques, j'espère. Pas toujours dans la tragédie, même si les temps sont incertains. Et ce soir, je vais me livrer à un exercice que j'ai jamais fait en 11 ans de vidéo. C'est de vous offrir non pas un palmarès, parce que je n'ai pas établi de hiérarchie des livres qui m'ont... la première position ou la dernière position. J'ai retenu 15 livres qui ont été des moments de lecture, même pas parfois rattachés au livre en question, mais des moments de lecture rattachés à un épisode existentiel. Alors, je vous les propose tels qu'ils sont apparus en revisitant ma chaîne YouTube. Rivière-Rance de Brad Cormier. Un mot. C'est un road trip littéraire sur les traces de la francophonie américaine que nous sommes en train de découvrir. Alors, est-ce parce que le projet indépendantiste bat de l'aile, s'essouffle ou est en dormance, même si plusieurs pensent qu'il est sur le point de renaître? J'aimerais le croire, mais assurément ce que j'observe, c'est que ce projet-là, en tout cas de mon point de vue, étant sous le boisseau, eh bien, on redécouvre l'apport des Franco à travers l'Amérique. Brad Cormier participe à cette redécouverte. Nouvelle liberté de pensée de Marcelin Plénet. Et j'aurais quasiment envie de dire, Marcelin Plénet, j'en ai lu plusieurs. Et Marcelin Plénet a l'élégance de nous offrir des livres très courts, très aérés, assez mystérieux, et qui donnent à penser. Nouvelle liberté de penser, c'est quoi? C'est son journal littéraire qu'il a tenu au cours de l'année 2001. On le voit aller de son bureau parisien de l'infini, bureau qu'il partage avec son alter ego, Philippe Solers, et son appartement à Nice et Venise. C'est extrêmement intéressant. Aussi, il nous relate le 11 septembre 2001. L'angle de chute d'Emmanuel Poineau. C'est un roman très court, extrêmement bien écrit, d'un bâtiment juché au bord d'une falaise où son mystérieux propriétaire a disparu pour des raisons qui nous seront révélées dans le texte. C'est fin, c'est délicat, c'est subtil et c'est très bien écrit donc. Et c'est un roman québécois. Respirer sans bruit d'Éric Boujon. Éric a lancé son livre à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, et ça a été sans doute l'un des plus beaux lancements auxquels on a assisté. Une véritable démonstration d'amitié. Les gens étaient nombreux, enthousiastes, et je dirais à la mesure de ce magnifique recueil, tout en finesse également. Et respirer sans bruit, vous l'avez entendu, le titre est absolument magnifique. Les poèmes de Jean Val, publiés aux éditions de l'Arbre pendant la guerre. Jean Val, à la fois philosophe, à la fois métaphysicien, personnage singulier qui nous offre une poésie qui est à la fois existentielle
qui a les pieds au sol et qui est à la fois cosmique. Alors c'est une poésie double, c'est une poésie de jumeaux, de gémeaux plutôt, aurais-je envie de dire. Et ça a été un bon moment de lecture aussi. Je pense que j'en avais besoin à ce moment-là, de la poésie de Jean Val. J'avais peut-être moins besoin du prochain titre, Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient. Le mal qui vient, c'est simple, c'est un monde, c'est une description de l'horreur qui monte. Dans un monde de rareté, les plus grands prédateurs se préparent à s'accaparer des richesses et se préparent aussi à jouir de leur propre capacité de destruction et se préparent à jouir de leur propre capacité d'autodestruction. Et là, on pense à Elon Musk, par exemple, qui nous offre le spectacle quotidien d'un milliardaire devenu littéralement délirant. Et le mal qui vient, eh bien, ça m'a donné froid dans le dos. Le sursis de Jean-Paul Sartre. Le sursis de Jean-Paul Sartre, nous sommes en 1938. On pense que la guerre est évitable. Et chacun, dans sa vie, ne semble pas, dans les personnages de ce roman, dont Mathieu Delarue, ne semble pas réaliser qu'au fond, la catastrophe qui est sur le point de s'abattre sur l'Occident ne semble pas la réaliser. Et chacun vaque à ses activités de manière, j'allais dire médiocre, mais... et comme son titre l'indique, c'est le sursis. C'est une pause, un arrêt, mais on comprendra bien que le pire est sur le point d'arriver. Et quand je dis que ce livre-là a été marquant au cours de cette année, livre que j'avais déjà lu il y a très 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 longtemps, c'est que j'ai cette impression-là que nous sommes en sursis. Just Kids de Patti Smith. Just Kids de Patti Smith, c'est drôle. Je vais vous faire un drôle d'aveu. J'ai jamais considéré Patti Smith comme une grande artiste. Je l'ai toujours considérée comme ce qu'on appelle au Québec une gosseuse, une bricoleuse. Quelqu'un qui a su s'inventer une vie, ça c'est parfaitement réussi, avec assez peu de moyens. Et je dirais que c'est là son génie. Martin Gagnon, hier, qui me disait, au fond, le génie, c'est trouver des issues quand il n'y en a pas. Et je pense qu'il n'y en avait pas pour Patti Smith. Alors, Just Kids, c'est son autobiographie, sa relation avec le photographe Mapplethorpe. Et elle nous fait sentir à la fois la pauvreté du milieu des années 70 où on pouvait décorer son appartement avec rien du tout. Et on pouvait en une nuit décider de devenir, et de l'être d'ailleurs, un poète. Ou on pouvait en une nuit enregistrer un disque et faire un hit, Because the Night, sans être particulièrement doué, mais apporter quelque chose de neuf. Alors oui, Patti Smith, j'aurais envie de dire, c'est un exemple pour nous tous. Des livres et des femmes de Michel Schneider. Alors, c'est une autobiographie intellectuelle qui nous raconte comment il a été de gauche, extrêmement de gauche, comment la littérature, en particulier celle de Proust, a façonné son esprit. Et j'ai commis cette vidéo-là, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, autour de mai, peut-être. Et 3 semaines après, Michel Schneider décédait. Dans la bibliothèque de la vie de Donatien Gros, vous savez que j'ai une passion particulière pour tout ce qui touche à l'installation bibliothèque. Alors, pour lui,
d'un assez gros pour résumer, parce que c'est un livre assez dense, assez riche, assez complexe. Au fond, c'est le texte de c'est le texte de l'existence qu'il faut apprendre à lire. Et la séparation entre nos bibliothèques, nos volumes et la réalité, eh bien, cette séparation-là, elle est poreuse. Et au fond, on passe de l'un à l'autre sans même s'en apercevoir. On passe du monde des idées, du monde des mots, de la poésie, enserré en nos murs, avec la porte qui s'ouvre, et où la poésie, et où les mots, et où les livres sont partout pour finir. Vision de Sharon, d'André Pronovo. Un livre assez bouleversant, lu pendant la période pascale. Et ça raconte quoi? C'est le meurtre d'une jeune adolescente au début des années 70, milieu des années 70, qui n'a jamais été, n'a jamais trouvé le ou les coupables. Et ce n'est pas tant une quête de recherche du suspect, mais qu'un désir de conserver la mémoire de Sharon et faire de telle sorte aussi que l'on continue à, à obtenir non pas justice, mais à obtenir, en fait, toujours de rester près d'elle. En fait, c'est presque un livre de consolation. Et on l'aura compris, Vision de Sharon, c'est un petit clin d'œil également à Jack Kerouac. Et André Pronovo nous offre ici aussi une expérience à la fois d'écriture, sur l'art de l'écriture, et aussi sur la musique. Comment la musique rock des années 70 peut s'articuler avec des textes qui sont également, j'aurais envie de dire, électrifiés. Garder le mort de Jean-Louis Giovannoni. Alors ça, c'est assez particulier. Puis d'ailleurs, demain, on va revenir, Fabienne et moi, sur Jean-Louis Giovannoni. C'est que j'ai partagé une vidéo d'une correspondance avec Giovannoni et Bernard Noël. Oui. Et c'est pas Bernard, en tout cas, Noël. Et ouais, je pense que c'est Bernard. En tout cas. Et il m'a envoyé, il a entendu dans cette vidéo-là que ma mère était décédée. Et il m'a envoyé le recueil, Garder le mort, qui relate le décès de sa propre mère. C'est un texte absolument bouleversant. Et par la suite, je lui ai envoyé une petite lettre, j'ai envoyé quelque chose que Fabienne a fait aussi, m'a répondu, et je ne lui ai pas répondu. Mais cependant, demain, je vais lui répondre. On va lui répondre, Fabienne et moi. Ça a été un grand moment parce que un grand moment de poésie, parce qu'évidemment, ce recueil-là est absolument magnifique, mais il y a le geste d'amitié aussi, comme ça, qui est d'un poète à un libraire éploré par la perte de sa mère et qui offre, ce poète, à la fois un gage d'amitié et un gage de poésie. L'homme des grands départs de Thibaut Biscara, un magnifique, j'aurais envie de dire, j'ai failli dire un grand recueil biblique, mais en fait, oui, Thibaut, mais c'est pas dans les grands devanciers prophétiques. Est-ce que Thibaut est en train de devenir un écrivain religieux? Je n'irais pas jusque-là, sans doute s'en défendrait-il, mais assurément, c'est un homme en quête de transcendance. Et l'homme des grands départs, eh ben, je l'ai lu en marchant. Je l'ai lu en marchant et je me suis filmé dans le Myland. Alors, et c'est assez étonnant parce que tout le monde, en fait, là où c'est étonnant, c'est que tout le monde parle avec les téléphones intelligents. Personne ne s'étonne de ça.
Mais un type qui se promène avec une handycam, lui, tout à coup, pourtant c'est la même chose, hein, au fond. Je pourrais très bien enregistrer mes vidéos avec mon téléphone, mais je n'ai pas de téléphone intelligent. Et je refuse d'en avoir un. Je ne veux pas que la technologie me domine complètement. Déjà, elle a une bonne emprise sur moi. Et là, les gens se tassaient ou me voyaient arriver, un livre à la main et la handycam de l'autre. Les voyaient assez affolés. Alors, l'homme des grands départs aussi, c'est l'homme en mouvement, c'est l'homme qui marche, c'est l'homme qui réfléchit, c'est l'homme qui s'avance dans la vie également. Victor et moi, de Jean-Marc Limoges, que m'a offert Tristan, qui vivait pas tellement loin de la librairie et qui a suivi un stage au Cirque du Soleil. Je pense même qu'il a eu un emploi dans les locaux du Cirque du Soleil, qui sont pas tellement loin de la librairie. Et donc, il m'a offert ce livre avant de retourner en France. Et Victor et moi, c'est justement Jean-Marc Limoges, qui a grandi dans le quartier Saint-Michel, qui a... En fait, ça revient un peu à ce que disait Marcelin Plénet. Marcelin Plénet annonce quelque chose qui m'a tarabusté. Nous naissons cultivés. Et après, ben, on peut lire des milliers de livres seulement pour y trouver la confirmation. Et on a observé aussi, autour de nous, des gens qui avaient lu des milliers de livres, mais qui n'étaient pas cultivés. Alors, cultiver, ça serait quoi? Une sorte de don reçu qui nous permet de tout comprendre. On ne comprend pas tout globalement. On comprend tout à la pièce. On comprend tout lorsque nous sommes mis en présence d'une réalité. Et là, on n'a pas besoin de nous l'expliquer. On saisit instantanément de quoi il est question. Alors, ça serait ça, être cultivé. C'est être déjà accompli. Après, on peut s'avancer dans le monde des livres, on peut passer sa vie dans des livres, comme l'oiseau passe sa vie dans le ciel ou le poisson dans l'eau. Les livres deviennent un peu notre élément naturel. Mais on ne demande pas aux livres de nous dompter, de nous dresser, de nous formater. Alors lui, Jean-Marc Limoges, on le voit aux prises avec des gens qui sont dans le système scolaire, qui sont certains d'être cultivés. Et ça aussi, c'est un empêchement, je dirais, à la culture, c'est de se croire cultivé. Et qui, en fait, bloque la route à l'expression naturelle de la culture. Et c'est ce qu'il nous raconte de fort belle manière. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et enfin, de la destructivité humaine, de Gérard Rabinovitch, qui nous invite à avoir une éthique de la désillusion. C'est-à-dire, à la suite de Freud, de Malaise dans la civilisation, qui a constaté l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale, qu'il ne fallait pas sous-estimer, et là on vient un peu à Pierre-Henri Castel, il ne fallait pas sous-estimer la capacité, la nocivité de certains aspects du genre humain. Et que son éthique de la désillusion pouvait en fait nous protéger contre une certaine candeur, une certaine bonne volonté, propice à l'arrivée des grands massacreurs. Alors, une sorte d'invitation à garder les yeux ouverts sur soi, sur ses propres zones d'ombre, et sur les zones d'ombre qui ne manquent pas de nous encercler en certaines périodes, comme celle-ci. Aussi, ça c'est pas un livre, mais je suis pas obligé, mais
je me sens tout à fait redevable de l'insoutenable effort que fait à tous les 2 jours, depuis le 10 février, André Markovitz pour nous offrir une synthèse de cette effroyable agression russe en Ukraine. Et c'est un homme en guerre, André Markovitz. Je commence toutes mes... En fait, à chaque 2 jours, c'est pratiquement la première chose que je lis. Si on veut avoir un résumé synthétisé qui à la fois est factuel et qui se double aussi d'une sensibilité auquel on ajoute une grande qualité d'écriture, parce que une écriture vibrante, hein? Il y a des incises dans l'écriture de Markovitz. Elle est à la fois fluidique, rapide et stupéfiante, parce qu'il y a parfois recours à des images qui en imposent. Alors oui, ce sont des textes à la fois réfléchis, autrement il ne pourrait pas nous convaincre, mais qui ne fait pas appel qu'à notre esprit, qui nous fait appel là où se situe le siège de l'intelligence, le cœur. Et puis, il y a bien d'autres livres qui m'ont épaté au cours de l'année. Alors j'en nomme quelques-uns en vrac pour conclure cette vidéo. Elisabeth Barthes, Les Incandescentes, François Doss, Christophe Hainaut, Maria Zambrino, que j'ai découvert cette année, grande lectrice de Simone Veil. Simone Veil que sans doute on aura besoin beaucoup au cours de l'année 2023. Le retour à l'intériorité, le retour à la conscience et la capacité sans doute, malgré les événements qui depuis 3 ans s'enchaînent les uns les autres, la capacité à dégager en soi et autour de soi des zones de sérénité, espérant que ces zones-là parviennent, un tant soit peu, à endiguer les ombres qui nous encerclent de toutes parts. À demain, 1er janvier 2023.